le moteur diesel, il pue. Mes très chers acolytes, bonjour, bonsoir, j'espère que c'est la grande forme pour vous. Je souhaite bien évidemment la bienvenue aux nouveaux et la bienvenue aux anciens. Aujourd'hui, je perce l'abcès définitivement, cette espèce de mensonge global. Coupable déteste le diesel, coupable c'est un pro-essence. Non. Et je vais vous faire une confidence. La meilleure voiture que j'ai eue dans mon existence fut une 306 2 litres HDI. Donc un moteur diesel. J'en ai un extraordinaire souvenir. Et d'ailleurs, pour ne pas enrayer la beauté de ce souvenir, je ne veux surtout pas en reposséder une à nouveau. Parmi les véhicules animés par des moteurs diesel que j'ai possédés dans mon existence, il y a bien sûr cette 306 HDI dont je viens de te parler. Il y a également une Audi A3 1,9 litre TDI 130 chevaux. Et j'avais la certitude que ce moteur disposait d'une culasse avec 16 soupapes. Dans ma tête, c'était comme ça. C'était un TDI 16, tu vois. C'était un Turbo 16. 130 chevaux reprogrammés, bien évidemment. J'en ai un souvenir magnifique de cette voiture. Hier, on a utilisé la voiture et dans un chemin de pute, là, de merde de mes couilles, et ben, il y a un gigantesque trou qui est apparu et paf, un trou de malade. Et donc, du coup, notre carter inférieur de moteur, voilà, il a été fissuré. Il a reçu un shoot. Tu vois? Donc, on a perdu toute l'huile. Je t'en parlerai un jour, t'inquiète pas. Il y a un épisode pour cette voiture. Patience, gamin. Alors, rassure-toi de la miniature et du titre. Tout le monde va bien. Voilà. C'est même exceptionnel que tout le monde aille bien. Avant de te parler de la Polo que tu as vue sur la dépanneuse, je vais te raconter une petite histoire. Les runs un peu sauvages, un peu clochards, un peu... Les runs toxiques, je ne les côtoie plus. Non pas que je trouve que ce sont des événements qui sont ennuyeux, bien au contraire. Hein. J'ai des merveilleux souvenirs des runs sauvages, mais j'ai également des souvenirs terribles. Le run sauvage, tu t'y rends, tu t'amuses bien, pour toi il s'est rien passé de mal. Quelques jours plus tard, tu reçois une amende à ton domicile pour rassemblement illégal. Enfin bref, tu connais la chansonnette quoi. Et ça, c'est dans les cas où ça se passe à peu près bien. Tu peux essuyer une casse, tu peux assister à la mort d'une personne, ce qui fut le cas sur le parking d'Intermarché de Somain, il y a quelques temps. Voilà, un jeune homme qui a perdu la vie parce que quelqu'un a voulu montrer les hautes performances de son superbe véhicule animé par un moteur diesel, justement. Donc en fait, ces endroits-là, je ne les côtoie plus. Donc quand on me parle de run et quand on m'invite à y aller, je refuse très poliment et sagement. J'ai pas envie de me faire soustraire des véhicules avec plusieurs milliers d'euros d'investissement. Non, ça m'intéresse pas. Il n'y a rien à y gagner en fait, de toute façon. Donc, disais-je, un soir, Alexis vient à la maison, on se fait des super hamburgers, on bouffe, on rigole, on chante, on danse, on est heureux. Et il me dit, ça fait quand même un petit moment qu'on n'est pas sorti au run et tout. Je dis, oui. C'est pour ça qu'on est heureux. C'est pour ça que tout va bien. Alors en fait, Alexis, qui est-il? En fait, si tu veux, c'est un petit spécialiste polo, je le kiffe. Il connaît tout sur les polos, dès que tu veux une référence, il te la sort. Ça c'est ça, tu prends ça, C'est un psychopathe, tu vois. J'aime les psychopathes. Voilà. Il possède donc une polo animée par un 2 litres 3 20 soupapes code moteur AQN, un V5, dont on a fait une petite vidéographie de présentation. Si tu veux jeter un coup d'œil, entendre le 5 cylindres chanter, c'est une super vidéo, tu vas vraiment prendre beaucoup de plaisir à la regarder. C'est pas beau, mais c'est fonctionnel. Et il s'est motivé, il s'est dit je vais remettre un coup de propre quand même. C'est très beau. Merci. Non mais en fait ça tue, non c'est pas très beau, ça tue sa mère. En sus de ce véhicule, il possède une Polo animée par un moteur TDI. Le problème de cette Polo, c'est que son moteur est un 3 cylindres 75 chevaux-matic. Comprends-tu le delta entre la V5 et celle-ci? Il y a un petit écart. Je ne me souviens plus très exactement de quelle phrase c'est parti, de quel angle. Parce qu'il m'a eu en traître, hein, il m'a pris sur un angle, tu vois. Il m'a eu sur une phrase, sur un truc, et je me suis dit, ah, pourquoi pas? Pourquoi pas? Et si on y retourne au run pour voir? Pour ne pas être tenté de perdre notre permis de conduire ou d'essuyer un accident ou autre, on prend la Polo.
Donc c'est lui qui conduit, c'est sa voiture. Hein. Donc on discute avec des personnes, voilà, on est dans des discussions très intéressantes, on découvre des gens, on découvre des projets, c'est super, c'est cool. Alexis me demande si j'ai soif, je dis bah ouais. Il dit, je vais chercher des canettes dans la voiture. Ça part toujours d'un truc pourri, t'as pas remarqué? Il va à la bagnole et il revient en marchant tout doucement, tu vois. Il vient à côté de moi, il me dit gros, je viens de m'enculer la cheville comme jamais. En fait, on était entassés autour d'une espèce de station de lavage. Et parmi toutes les cellules de lavage, il y en avait une, tu sais, avec les jets qui viennent du sol. Donc c'était des rails en métal. Et en fait, comme il faisait noir, il n'a pas fait attention. Il est passé à pied là-dedans et il s'est enculé la cheville de ouf. Et du coup, une fois que le monde se tarit, eh ben on repart. Et il me dit, est-ce que tu peux conduire, s'il te plaît? J'ai dit, bien sûr, je conduis. Ah, oh, la cheville, merde. Assieds-toi, gamin. T'inquiète pas. J'ai roulé une Clio RS avec coupablette enceinte. T'inquiète pas que ta cheville... Sur ta gueule, il t'attend. Allez, vas-y. Il rigole sur ta gueule. Hein. C'était un vieux salaud, il nous a eu. Donc je reprends le volant de l'Apollo et on se dirige vers on ne sait où d'ailleurs, on se promène quoi, tu vois. Je vois des phares arriver très très vite derrière nous, mais il y a de la place pour dépasser, tu vois. On est sur des routes, en plus c'est la nuit, il devait être quoi, 1h du matin. Je me dis, je me serre très légèrement parce que je baisse pas non plus mon froc, hein. Il y a une place royale pour dépasser. Je vais pas non plus me jeter dans le fossé pour laisser passer le chauffard. Parce que quand je te dis que les phares ils arrivaient vite, c'est ils arrivaient en fusée. Hein. Je me serre un petit peu à droite tranquille, histoire de vraiment faire passer le message. La route est ouverte, gamin, open bar. Et en fait, le véhicule vient se coller derrière nous. Donc coller, à tel point que je voyais même plus les phares, tu vois. Ça porte une expression, ça s'appelle les phares dans le coffre. Quand tu vois plus les phares, c'est que vraiment le conducteur cherche à te pousser, tu vois, à te provoquer, genre, mets les gaz. C'est vrai que l'Apollo donne l'impression d'avoir un W12 dedans par son apparence, mais malheureusement, c'était un 3 cylindres 75 chevaux. Ce que j'ai ressenti là, j'en ai discuté avec Alexis, il m'a dit, tu sais que l'agacement que tu ressens, je le ressens tout le temps. Je te mets un séchage pour que tu comprennes la sensation de satisfaction que c'est que de torpiller un trou de balle qui te colle au cul depuis 1000 ans. Au revoir. En gros, Alexis ne connaît pas cette sensation-là. Et une discussion s'engage sur l'éventualité du swap de cette Polo. Je dis, mais frérot, mon fils, enfin merde, je suis là moi, ton père est là. On va résoudre le problème. Ouais, mais le swap, la voiture elle est nickel, elle est propre. Mais ça veut dire quoi, que je fais des swaps de clochard moi? Tu comprends? Ouais, je suis en train de le mettre en porte-à-faux. Là, ça y est, là, il est pris dedans là. Le pied jaloux s'est refermé. C'est fini, je suis allongé sur lui, il peut plus bouger. Et qu'il respire plus. Quelques mois plus tard, il me contacte et il me dit qu'il a une fuite de boîte de vitesse et que la boîte de vitesse, il ne la trouve pas. C'était un lundi. Il m'appelle à 12h30, un truc comme ça. Il me dit, j'ai une fuite à la boîte elle perd de l'huile, les vitesses elles accrochent, c'est foutu. Je sens que la boîte n'en a plus pour longtemps. C'est ça le problème aussi des grosses jantes et des fins cardans et des petites boîtes, hein, c'est que ça, il y a beaucoup d'efforts, hein, sur les arbres et tout, hein, ça rigole pas. Hein. Donc on est lundi, 12h30, il m'annonce ça et je lui dis, Alexis, stop, on arrête les conneries maintenant. Le swap, c'est tout de suite. Et là, il m'explique une chose que j'ignorais. Tu ne peux pas prendre une Audi A3 ou une Golf 4 TDI 130, parce qu'on visait le 130 nous, hein, prendre la mécanique et l'installer dans la Polo. Ça ne marche pas comme ça. Les boîtes de vitesse ne sont pas compatibles et les moteurs nus sont identiques, mais tout ce qui est accessoire, c'est différent. Donc, pour ainsi dire, soit on récupère juste un bloc culasse nu de Golf ou d'Audi A3, et ensuite, il faut trouver des accessoires de Polo ou de Seat Ibiza et tout, ça serait un petit peu compliqué. L'idéal serait de trouver une voiture gagée, qui a 1000 amendes sur la gueule, et le mec la vend pour pièces. Nous, on y va, on récupère la mécanique, et puis on la fout dedans, après un petit rebuild de sympatoc. Donc, j'ouvre le bon coin, je tape Polo TDI 130, que ça, et je tombe sur une annonce toute fraîche, qui était mise la veille. Accidenté de l'avant, faire offre. Donc je dis, on se met d'accord sur un prix pour pas le mettre trop en porte-à-faux non plus.
Là, il nous faut une dépanneuse. Pourquoi? Le véhicule se trouve à la frontière suisse. Il y a 5 heures de route. 5 heures de route, très important, si tu te déplaces à 130 km/h. Quand tu ouvres Waze, il croit que toi, t'as une putain de voiture, hein, qui roule bien, qui est carrée, tu vois, il s'imagine que tu vas rouler à 130, 140, tu vois. Il sait pas les choses qui vont arriver. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est que on prospecte pour trouver une dépanneuse. On fait un calcul approximatif d'aller-retour parce que louer une dépanneuse, c'est extrêmement cher. C'est extrêmement cher. C'est un véritable problème pour les passionnés automobiles, notamment ceux qui ont des vrais projets prépa pour aller sur circuit et tout. C'est la merde. Donc en fait, les dépanneuses, ça coûte très cher à louer. Donc j'appelle un mec pour qui j'ai l'habitude de louer sa camionnette. Oui, la syntaxe de ma phrase était puante, c'est pas grave. Et en fait, il me dit 24 heures, t'es sûr, ça va machin? Je dis, ah putain, 48 heures, ça fait combien? Je crois qu'il m'annonce 400 balles, un truc comme ça. Je dis, écoute, hors carburant, hors tout, hein, 400 balles, c'est tu poses l'argent et ça disparaît. Hein. On loue la dépanneuse lundi à 18h. On doit la rendre au plus tard, mercredi à 18h, avec un maximum de 2000 km au compteur en plus. Et si on parcourt plus de distance, on paiera les kilomètres, etc. Tu connais. On s'en va, on roule de nuit. Notre comparse Deyan est d'accord de nous recevoir jusqu'à Tutter. Il nous a dit, venez à n'importe quelle heure, on s'en fout, t'inquiète frérot, viens. Et nous voici, messieurs, dames, à l'intérieur de la dépanneuse avec le pare-brise le plus propre d'Europe. L'Indien aux commandes, gamin. Comme ça, gamin. Le dépanneur fou. Et moi les bras. Quelle puissance stratosphérique. Garde ça, gamin. Ouais, donc là, on essaye d'œuvrer une stratégie pour faire fondre les moustiques. Toutes les 2 minutes, on envoie un coup de lave-glace, tu sais, pour humecter, pour graisser les cadavres, pour qu'ils puissent être éliminés, quoi. Je pense que les routiers ont une technique bien rodée, mais je l'ignore. Tu penses que sur les poids lourds, ils ont des gros réservoirs de lave-glace de ouf? Moi, il y a moyen. Avec des produits bien spécifiques pour fondre toute la merde. La vitre, elle est hyper plate. Elle est plate, Ça arrache tout. On arrive là-bas à 2h du matin. Et on découvre qu'en fait, la voiture, elle est enterrée dans le sol. Parce que ça faisait un petit moment qu'elle était là. Je sais même pas comment il a fait pour la prendre du lieu de l'accident jusqu'ici. Alors en fait, Deyan, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a acheté la Polo TDI 130, tout allait bien. Il roulait sur des routes. Et tu sais, les gens, il y a des gens, ils roulent au milieu. Toi et moi, on roule à droite. Même quand il n'y a personne, on roule à droite. On est des humains, on a un permis de conduire, on est civilisés, on est des gens normaux. T'as des gens, ils roulent au milieu. Ils roulent au milieu et seulement quand ils voient un obstacle ou un véhicule arrivant en face, là, ils vont se mettre à droite. Tu comprends? Donc Deyan, il roulait tranquillement dans sa petite Polo, tu vois, tranquille. Quelqu'un en plein virage arrive au milieu, lui, il veut pour l'esquiver, il met les 2 roues dans l'herbe, fin de l'histoire, la bagnole, tout droit. Paf! Alors, les photos sont assez impressionnantes, entre guillemets, hein. On parle pas d'avoir fait 18 tonneaux, hein. Mais il est sorti de là parfaitement indemne, il a pris son téléphone, il a appelé, oui, je suis là, je viens de voir un accident, impeccable. Enfin, impeccable sur le plan humain, j'entends, hein. Donc le véhicule, il l'a fait rapatrier dans sa courette, on va dire, elle s'est enterrée avec le temps, enfin bref, les pneus à plat, la totale. Nous, on arrive là-bas à 2h du matin, on a pris quelques lampes, mais comme il faisait froid, les lampes, elles se déchargent très vite. Donc en fait, avec la plus grande difficulté du monde, on réussit à charger la Polo sur la dépanneuse et on rattaque la route en direction de la baraque. Et Jean Balou, il crevait de faim. Parce qu'il était 2h du matin. Enfin, il était même 3-4 heures à ce moment précis, après toutes ces rigolades, etc. Je crève la dalle et je me dis, forcément, on va pas trouver de boulangerie ouverte, on va trouver que dalle, tu vois, sur la route. Et il y a une espèce de distributeur à pizza. Je dis Alexis, vas-y, on s'arrête 2 minutes. Je prends une pizza, donc ça sentait super bon dans la dépanneuse, tu vois. Une pizza, alors, je ne veux pas avoir un procès pour diffamation des personnes qui sont propriétaires de ces machines-là. Je vais juste me contenter de dire que cette pizza m'a enculé le système digestif complet. D'accord ? Je sens que tu es en train de te demander pourquoi j'accorde autant d'importance à parler de ce putain de distributeur et de cette putain de pizza. Je ne vais pas poursuivre, je vais laisser les routiers, les chauffeurs routiers, s'exprimer sur la question. Voilà.
Qu'est-ce que ça fait d'avoir un système digestif complètement flingué quand tu es très loin de chez toi et que tu ne sais pas sur quel type de station-service tu vas tomber sur ton trajet, qu'est-ce qu'il y aura comme toilette, qu'est-ce que ceci, cela. D'accord. J'en parle plus, je laisse les chauffeurs routiers s'exprimer dans les commentaires. Vous allez voir que ça a une importance bien plus conséquente que ce qu'on imagine. Donc on roule, et là d'un seul coup, une question surgit. Comment on décharge la Polo ? Pour la charger sur la dépanneuse, c'était très simple. Enfin, c'était très simple. Je sais que tu as compris. Hein. On a accroché le câble, le treuil il tire. La véritable difficulté, c'était juste de pousser la voiture à plusieurs pour dire de l'orienter convenablement pour qu'elle monte à peu près sur les rails, sur les rampes. Et une fois qu'elle était bien à plat sur le plateau, on la sanglait à mort, elle risquait plus de bouger. Pour la décharger, on fait comment ? On la sangle à un arbre ? On avance avec la dépanneuse et la voiture elle reste sur place et elle glisse doucement du machin. Donc en fait la question commence à nous bouffer le cerveau. On se dit putain mais va falloir trouver une solution en fait là. Et quand il y a un truc qui te tracasse et que tu n'as pas de réponse et que tu es en train de conduire et que tu ne peux que fabriquer 1 million de scénarios par seconde, en fait tu deviens un super calculateur là. Je dis Alexis écoute, prochaine aire on s'arrête. On analyse la situation. Il commençait un petit peu à faire jour là tu vois. Il devait être 7 heures dans ces eaux-là. On s'arrête sur une aire de repos. On commence à observer. Donc tu vois, on écarte la roue avec le pneu crevé comme on peut, machin truc. On observe, on dit ok. En fait, le triangle était complètement arraché du berceau. Donc tu as un support en aluminium, c'était baisé. Entre la crémaillère de direction et la fusée, il y avait encore une connexion. Donc quand tu tournais le volant, il y avait une action qui se réalisait sur la fusée. Donc la roue pouvait tourner. Donc on se dit, bah, il suffit de trouver un bon triangle. À 9h, on appelle une casse spécialiste Volkswagen dans le Nord. Ils disent oui, on a ce qu'il faut, vous venez, machin truc. Au final, on arrive à 11h35, presque sur les lieux, c'est-à-dire à la casse, là où on va chercher notre triangle. Et on commet la terrible erreur de faire une halte à la maison. Et qu'est-ce qui se passe quand t'as fait une nuit blanche, que tu rentres à la baraque, que tu prends une putain de douche relaxante, que tu prends la meilleure collation de toute ta vie et que tu t'installes dans le canapé, et il se passe quoi ? Ben, il se passe qu'Alexis va se doucher en premier. Tac, moi je vais dans la salle de bain, et quand je sors, c'était plus des ronflements, c'était des tirs de Kalachnikov dans la maison. Je dis putain, qu'est-ce que je fais ? Je le réveille ou pas ? Il me faisait de la peine, il était là. Je me disais, bon, faut rendre la dépanneuse mercredi à 18h. On est mardi, il était 14h dans ces eaux-là. C'est pas que je voulais priver de sommeil Alexis, c'est que je voulais décharger la voiture, la mettre sur le sol, et après on dort si tu veux. Mais au moins l'enlever, ça me bouffait le cerveau. Je ne savais pas si le fait d'avoir un triangle et de machin, c'était suffisant pour qu'on puisse décharger. Parce que là, il nous restait plusieurs heures, tu vois. Alors que si on se la jouait tranquille, relax, on dort tranquillement, on passe la nuit, et le lendemain matin, on commence à s'occuper du problème, et que le problème est bien plus conséquent qu'on l'imagine, là va commencer à rentrer un certain stress qui va brouiller notre capacité de trouvaille de solution. Désolé, ma phrase était pourrie, mais je sais que tu as compris. En fait, quand tu bosses avec du stress, tu réfléchis plus pareil du tout. Donc, je dis, écoute, vas-y, faut au moins qu'on la sorte du truc. Et où est-ce qu'on va la décharger ? Bon, on la décharge à proximité de chez lui, tu vois, faut qu'on puisse la dépouiller tranquillement chez lui pour sortir le moteur et tout. Donc on refait encore une paire de bornes, et en fait là la fatigue, elle nous a mis un de ces uppercuts. Parce que du coup, bah moi je le suis avec l'Avantime. L'Avantime c'est un véhicule qui est très confortable. Donc parce que la dépanneuse ça va, elle te maintient vivant en fait, tu vois. Mais putain l'Avantime quand j'étais dedans, la privation de sommeil c'est quand même une belle torture. Hein. On arrive là-bas, alors autant il a crevé de chaud, mais vraiment très très chaud pendant tout notre trajet, même la nuit, hein, même quand on roulait de nuit, il faisait super chaud. Hein. On arrive pour décharger la Polo, il se met à pleuvoir des cordes sur notre gueule. En fait, le Nord-Pas-de-Calais, quand on a du soleil, la sanction d'avoir profité de belles journées ensoleillées, c'est d'avoir un putain d'orage de ces morts. Et en fait, l'orage est tombé sur notre gueule à ce moment précis. Ils vont nous croire ou pas ? Hein ? Traquenard. C'est pas un truc de fou, C'est franchement. un truc de malade là. Bien sûr qu'on n'a rien filmé, il pleut. Si tu veux filmer quand il pleut. Écoute, la petite Polo est dans le garage, prête à se faire déplumer de sa mécanique, de ses trains roulants, enfin de ce qui est nécessaire pour mettre dans la Votex. Alexis ne sait pas où il va faire dormir la dépanneuse.
Et il voulait pas la conduire en ville, sur autoroute, bon bah c'est bidon, hein, tu roules, machin, mais en ville c'est un peu, voilà quoi. Il y a quand même 1500 € de caution. Il me dit, et si finalement on la rendait ce soir? Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, c'est vrai. Et peut-être qu'on pourrait même négocier. Alors, on avait fait 1200 km au total, et on était dans les 24 heures. Parce qu'il était, il était 16h30, quoi. Donc, on se rend chez le mec. Il nous dit, non, je peux pas vous rembourser, le contrat est signé. Ouais, c'est bon, stop, ta gueule. Tant que tu me trouves pas d'excuses de merde, je comprends le game. C'est en me sortant des excuses pourries que je vais commencer à te détester. Donc, ne me fais pas ce coup-là. Pas de souci. La dépanneuse est rendue, je récupère le chèque de caution, Alexis va dormir chez lui, je vais dormir chez moi, on passe notre meilleure nuit de toute notre vie, la TDI 130 elle est là, il y a tout, on est bien, la voiture elle est dans le garage, elle est à l'abri, impeccable. Je me permets, puisqu'on est mercredi, une grasse matinée, parce que mercredi je travaille pas. J'ouvre un œil comme ça, vers 9h12 dans ces eaux-là, tu vois comme ça, j'ouvre un œil comme ça, je prends mon téléphone et je vois un message sur Messenger, tu vois, qui me dit... C'est un message du carrossier qui a la Corrado depuis le mois de novembre. Donc ça fait quelques mois que le véhicule est chez un carrossier pour le repeindre. Et il annonce que le châssis est archi foutu, qu'il ne peut absolument rien en faire. En gros, il bossera pas dessus. Ou alors, il va falloir lui en rapporter un autre pour faire des greffons. Mais quel intérêt? Puisque si je rapporte un autre châssis, bah autant utiliser le châssis autre. Avec sa carte grise et basta. Donc super la nouvelle, bon c'est pas grave. Hein. Ok, elle est morte, hein, c'est pas grave. J'appelle bien évidemment notre très cher Jérémy Cannon International, spécialiste des pièces Corrado. Je lui fais part de la problématique, il me dit oui, j'ai un châssis pour toi, tu peux venir et tout machin. Je suis en pleine forme, requinqué d'une super nuit de sommeil. Je vais tout de suite à son domicile, je vais dans son petit stock, on regarde la voiture ensemble, je dis super, nickel. Mais comment je fais pour la ramener parce qu'en fait le carrossier il est à 120 km de là. Il faudrait aller chercher la Corrado sur laquelle il refuse de travailler pour la rapporter ici, dépouiller les trains roulants et emmener celle-ci qui est toute pimpante, toute fraîche avec ses trains actuels, on s'en fout, jusque là-bas pour qu'il la repeigne et tout ça. Et je n'ai plus la dépanneuse. Alors que l'aller-retour il était archi faisable. Hein. 120 km ça se faisait super bien, je pouvais rendre la dépanneuse à 18h. Tu vois je sais pas si on appelle ça du hasard, de la poisse, c'est quand même assez particulier, non? J'aurais tellement préféré recevoir ce message le jeudi, j'aurais moins culpabilisé, tu vois. Donc on a rendu la dépanneuse trop tôt, en fait. Alors par contre, le Corrado, il s'est passé 1 million de choses sur ce projet-là, donc je parle bien évidemment du Corrado Porsche, voilà, pour ceux qui suivent un petit peu. Si tu suis pas, c'est pas grave. Moi-même, je suis plus. Moi-même, je sais même plus. Faut que je fouille les dossiers pour me dire ah oui, c'est vrai. Ah, il y avait ça. Ah, exact. Ça fait tellement longtemps que ce projet est démarré, je sais même plus où ça en est. Mais c'est pas grave, t'inquiète pas. Tu verras un petit peu que la profession, je vais pas dire du mal, mais quand tu verras l'épisode, tu comprendras que c'est une profession très particulière. Les carrossiers sont des gens très spéciaux quand même. Donc la Polo, on la dépouille. Ça se passe très très bien, ça se démonte bien, ça se fait correctement. Le moteur se retrouve à la baraque et on prend le relais dans le garage. Moteur turbo diesel à injection directe par injecteur pompe. Le voilà. Enfin. Après des années de demandes. Coupable, est-ce que tu peux faire du diesel STP? Je n'aime pas du tout l'odeur... Comme tous les humains, hein, je pense pas que les gens sont très friands de l'odeur du gasoil. À moins que les psychopathes, je sais pas, mais je déteste. J'ai très mauvais souvenir de l'odeur de ce combustible. Mais aujourd'hui, je suis ravi de bosser sur ce bloc. Donc là, jeter un coup d'œil à la distribution, voir si avec le choc, elle n'a pas été décalée ou autre. Donc je vais forcément devoir le faire tourner à la main, hein, voir un petit peu s'il n'y a pas de problématique. Mais de toute façon, il va falloir démonter la culasse. Pour une raison toute simple, c'est qu'il faut remplacer le joint de culasse, puisque d'après le grand spécialiste qui m'assiste complètement dans ce projet, puisque je n'ai pas du tout de connaissance en diesel, le joint de culasse d'origine favoriserait une compression trop importante, mais ce qui pourrait aussi conduire à une déformation potentielle de bielle, surtout avec une augmentation de puissance. Donc je démonte tout ça, joint de culasse part à la poubelle, on va analyser un petit peu l'usure du bloc. Je fais un petit peu le tour pour que vous voyez, en fait ça ressemble beaucoup à un 1,8 turbo. En fait tous les 4 cylindres Volkswagen se ressemblent. On voit bien que c'est le même moule qui a été retravaillé avec les années et puis c'est tout quoi. Donc bien évidemment, j'ai démonté ici le flasque en préventif
puisque par la suite je n'y aurai plus eu accès. On va également voir un petit peu le faisceau qui alimente électriquement les injecteurs pompes, puisque ce dernier est plongé dans l'huile, ce qui est une aberration scientifique, mais bon. Pompe à vide ici même, pompe tandem, si je me souviens bien de son nom. Cette pompe a pour but de créer un vide pour l'assistance de freinage. Donc c'est cette petite pompette qui assure une dépression convenable pour le master vac. Ça fait quand même un gros système hein, juste pour une fonction aussi insignifiante que l'assistance de freinage. Bon. Eh bien, je vais commencer par démonter, si c'est possible en tout cas, la rampe de carburant qui est maintenue par les mêmes vis que celles qui tiennent le couvre-culasse. Donc ce sont des vis de 10. Et ensuite, il y aura tout simplement ces deux petits tuyaux à retirer. Et puis ce sera, semble-t-il, bon. Voilà, en fait, il y a cette petite partie-là qui vient se glisser sous les vis. C'est plutôt bien fait. Voilà, donc là, je vais retirer les petites durites. Étant donné qu'elles vont être remplacées, je peux me permettre de les malmener. Ah, l'odeur du gasoil, c'est quelque chose. Oh là là, quelle horreur. Quelle horreur. D'accord. Donc en effet, c'est l'arbre à cam qui entraîne le tout. Par cette pièce ici même. Donc il y aura certainement un joint à remplacer. Par curiosité scientifique, on va démonter ça, on passera tout l'ultrason, parce que dans cet état-là, je ne pense pas que mes gants soient adaptés à la situation, parce que je n'ai jamais été confronté à ce carburant. Donc, si parmi vous, il y a des chauffagistes, oui, des chauffagistes ou des spécialistes du diesel, existe-t-il des gants qui résistent à ce carburant, le fioul, le mazout, etc. Parce que j'ai remarqué qu'en fait, les gants, je le sens tout de suite que le gant il est en train de dépérir là. Dans quelques secondes, il va gonfler, il va exploser. Ce qui n'est pas le but. Donc, à part quelques vis de ce côté-là, il n'y a plus rien à démonter. Le faisceau, on voit ça tout à l'heure, je vais d'abord retirer le couvre-culasse. Pour retirer le couvre-culasse, il faut d'abord retirer le couvercle de distribution. Donc, côté distribution, ici on a un support en aluminium qui est maintenu, semble-t-il, par 3 vis, à moins qu'il y en ait une quatrième qui soit cachée quelque part. Les puristes reconnaîtront que je n'ai pas utilisé une douille noire. Donc voilà, hop, est-ce que ça suffit à retirer le support? Écoute, je vais démonter ça, on va jeter un petit coup de ce qui se passe de souffle. Donc des petits clipsons métalliques pour le couvercle. Alors ce qui est bien en fait sur ces moteurs un peu simplistes, c'est qu'il est possible, sans beaucoup de démontage, donc simplement en ouvrant le capot, de contrôler l'usure de la courroie de distribution. On peut constater qu'elle a bien vécu. Je vais te montrer ça. Oh punaise. Même à l'intérieur du couvercle, on trouve pas mal de poussière. Tu vois, ça c'est vraiment la courroie qui a commencé à se désagréger. Tu les vois les micro-craquelures? C'est robuste ces machins-là, c'est robuste. Alors, ce couvercle, coopère-t-il? Apparemment, il faut continuer à démonter les couvercles ou comment ça se passe? Comment ça se passe, Garingue? Ça se coulisse vers le haut. Bon bah écoute, apparemment, il faudrait démonter la suite des événements. En fait, la poulie d'ampère, elle a une espèce de couvercle en je ne sais pas quel matériau, qui protège, semble-t-il, les vis de l'oxydation. C'est génial, c'est génialement pensé. C'est top, hein? Il n'y a que les moteurs TDI. Regarde à l'intérieur, c'est tout propre, c'est nickel, forcément. Putain, c'est génialissime. Donc 4 vis de M10, je m'assure que ma douille est bien rentrée avant d'envoyer la force de desserrage. Hop là. En fait, les vis restent absolument impeccables par le fait que cette petite pièce en caoutchouc, faut que je vois si c'est pas possible de mettre ça sur d'autres poulies parce que c'est vraiment tip top. Ok, d'accord, donc tout l'ensemble il tenait là-dessus. Ok.
Voilà, donc ici on a le support en aluminium. Il y avait bel et bien que 3 vis qui le maintenaient. Hein. Je pense que si je l'avais malmené un petit peu plus, j'aurais réussi à le démonter. Donc ici, le petit couvercle inférieur qui tenait avec des vis de 10. Et ce couvercle-là, avec des vis de 10 également. Bon bah écoute, c'est parti pour des rotations moteurs. J'espère... Bah, de toute façon, je m'arrêterai si je sens la moindre contrainte. Hein. Donc ici, du 19-12 pans, j'ai la clé télescopique, puisque les diesels ont la particularité d'avoir un taux de compression particulièrement élevé. Donc c'est parti pour des rotations. Vous entendez? Ah, ça comprime à balle. Ça a l'air de très bien se comporter. Voilà. Bon, écoute, je vais démonter le couvre-culasse. La courroie, on verra ça tout à l'heure. Et puis, on va s'intéresser à ce qui se passe là-haut, là, au niveau des arbres à cames, etc. Tac. Rien de particulier sur la partie intérieure du couvre-culasse. Passage à l'ultrason de cette chose. Alors, l'intérieur de cette culasse. C'est sale, mais bon, enfin c'est sale, c'est noir quoi. Je ne sais pas à quoi on reconnaît un faisceau en mauvais état. Peut-être qu'il ne s'agit pas du faisceau de l'usine, peut-être a-t-il déjà été remplacé. Je trouve assez étrange de plonger dans l'huile des éléments qui... Je sais pas, qui sont pas prévus pour ça quoi. Bon, tu me diras que les moteurs PureTech ils plongent bien des courroies de distribution dans l'huile, mais bon. Je trouve que le câblage là c'est pas très stratégique. Mais enfin bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Donc démontage de la distrie, c'est parti. Alors bien évidemment, si mon but était de remplacer le kit distribution, j'aurais bien évidemment mis tous les repères au point moro. Hein, le vilebrequin, l'arbre à cames, etc. Mais là, comme je démonte tout, je démonte comme ça, sans repère particulier. Donc détente de la courroie, c'est du 15. Punaise. Ça ne se détend pas, pourquoi hein? Voilà. Je m'excuse pour les TDistes confirmés de vous empêcher de respirer en procédant à ce démontage de manière anarchique, mais c'est un peu ma manière de découvrir les choses. Bien évidemment, pour le bien, j'aurais très bien pu aller sur ElsaWin, prendre la procédure, hein, mais quand je découvre les choses par moi-même, je les mémorise 1000 fois plus. Tac. Alors, pour le couvercle en plastique, il y a encore une vis de 10 qui maintient ici derrière. Alors ici, je ne sais pas du tout si c'est la manière conventionnelle. Hein. En fait, je fais comme si j'étais au milieu du désert. Et vraiment, en cas de difficulté, j'irai consulter la revue technique. Enfin, le process de... Bref, t'as compris. Donc ici, j'ai démonté deux vis de 13. J'y ai ajouté cette petite barre, qui est un outil officiel BMW pour démonter les visco-coupleurs. Qu'est-ce qui devait trop offusquer les personnes qui ont l'habitude de démonter ces blocs? De voir qu'en fait, il y a peut-être une façon beaucoup plus simple. Mais j'aime bien, écoute. J'aime bien. Donc ici même, c'est du 18. Donc, c'est partoufle. Voilà. Bien évidemment, la grosse rondelle, elle tape dans mon outil. Donc je vais démonter mon outifle. C'est marrant ces vis réglables d'origine.
Ils ont prévu qu'on puisse faire de la performance. Faudrait-il démonter? Écoute, je démonte tout, hein, et on voit. De toute façon, je suis équipé de plein de choses pour pouvoir refaire des réglages très précis, comparateurs, etc. Donc, prenons le risque, démontons tout et apprenons. Parce que je sais pas pourquoi, mais le TDI, je sens pour les raisons que je vous expliquais tout à l'heure, que ça va être un grand ami de la famille. Cette poulif, à mon avis, elle est sur un plan conique. Putain, il y a un amortisseur et tout dedans, sans déconner. Putain, c'est pas mal, hein. Alors, dans la mesure où nous avons ici une présence d'un matériau malléable, toute action sur cette partie extérieure n'aura aucun effet. Tout simplement parce qu'il y aura cet effet d'élasticité qui m'empêchera de réagir sur cette partie ici même. Donc, je vais remettre cette chose qui va me permettre d'avoir une rétention sur la partie centrale, et puis peut-être que, en frappant très fort dessus... Oui, c'était pas dans ce sens-là qu'a été. C'est pas grave, on s'en fiche, t'inquiète. L'important, c'est qu'on y arrive, gamin. Alors, est-ce que ma force herculéenne va me permettre de démonter cette chose, gamin? Putain, vieux, hé. Ah oui, d'accord, il y avait une petite clavette dedans. Théma. Attends, je vais essayer de te faire une belle... Ah, c'est parce que la lumière, elle est pas... Voilà. Tu la vois ici avec la petite fléchette, là? Bon. Et ça s'était maintenu là-dedans. Le joint spi, bah, il est cuit. Puis-je retirer mon couverclier? C'est fou, ça. Ah, c'est bon. Voilà. Cognep. Le capteur arbre à cam. Et ben, on va le démonter. Hein. Du 10. Alors lui, quand il est en panne, je pense que les mecs, ils doivent pleurer. Hein, parce que putain, pour y accéder, laisse tomber. Je proposerais même qu'on en installe un neuf, mais bon. Tu sais, des fois, tu remplaces un truc, et le nouveau, il fonctionne pas. C'est fou, hein. Ça arrive dans certains cas. Tac. Et ben, maintenant, c'est la partie supérieure. Bon, on se retrouve ici même. Alors, j'ai été voir la procédure. Il faut dans un premier temps retirer les culbuteurs. Et figurez-vous, d'après la procédure encore une fois, qu'il y aurait un appairage entre la partie culbuteur ici même et celle-ci. Un appairage fait avec les injecteurs pompes. Alors bon, on va essayer de respecter la chose. Hein. Donc il faut commencer par les vis extérieures puis intérieures. C'est partoufle. Quand ça claque comme ça veut dire qu'il y a un serrage angulaire. Vous noterez que je n'ai pas remis de gants pour le moment, mais je sens que je vais le regretter dans quelques secondes. Je vous jure que ça sent une odeur d'huile brûlée, grillée au barbecue. Ah putain, cette odeur! Incroyable. On sent bien qu'on est en train d'équilibrer la contrainte. Il faudrait surtout pas retirer une vis à fond. Parce que ça impliquerait une contrainte énorme sur un seul filetage. Donc là, je l'équilibre modérément. Donc ces vis-là, j'imagine qu'elles sont à remplacer. Hein. Parce que toute vis qui a nécessité un serrage angulaire ou au couple, hein, eh ben, il faut la remplacer, gamin. En fait, c'est ça qui coûte le plus cher de ce que j'ai remarqué. Hein. C'est pas les joints, tout ça, des pièces génériques qu'on peut trouver sur n'importe quel site internet de vente de pièces. Ce qui coûte cher, ce sont les pièces qu'on va chercher, c'est le concessionnaire. Je ne vais pas déblatérer sur le sujet pendant 15 ans, mais je voudrais quand même apporter une petite information assez intéressante. Tu possèdes un véhicule qui court pas les rues, d'accord? Je sais pas, une Alpine, j'en sais rien, t'as une bagnole assez récente, ok? Et il n'y en a pas 50 000 sur les routes. Je te donne un excellent conseil. Va commander des petites pièces de merde. Des joints, des petites saloperies, des trucs pas trop chers. Commande-en beaucoup.
Des pièces qu'un jour tu seras amené à changer. Je te parle pas des essuie-glaces, hein, bien sûr, hein, ni d'un filtre à air. Je te parle de pièces, par exemple des joints de moteur, joints du boîtier d'eau, joints du couvre-culasse, des choses de ce genre, tu vois. Parce qu'un jour, il n'y en aura plus. Et si jamais une production se relance, les prix, tu vas débloquer. Je vais te donner un petit exemple. Sur les moteurs 3 litres 2 Gen 5, donc Audi A3 3 litres 2, Golf 5 R32, les pompes à huile coûtaient 230 € en 2019. 230 € hors taxe. Aujourd'hui, c'est 940 € la pompe à huile. Par exemple, les vis de bielle, c'était 3 € avant, sur les VR6. Maintenant, c'est 13 €. Ça a pris 10 balles. À l'unité, hein. Donc, si vous pouvez faire des petits stocks de pièces pour vous, hein, pas forcément pour spéculer, parce que sinon vous devenez comme eux, hein, ça sert à rien. Donc, faites vos petits stocks si vous le pouvez. Si vous le pouvez pas, subissez, hein, de plein fouet. Et si vous pouvez pas subir de plein fouet, il existe encore des solutions de solutions. En fait, pour ce qui est de la visserie, je ne vous en parle pas dans ce vidéogramme, ça va être beaucoup trop long. Et de toute façon, je pense qu'il faudra une vidéo rien que pour ça. La nouvelle est trop bonne pour que j'ai rayé ta curiosité, donc je vais quand même t'en parler. On a dégoté un fabricant de vis qui peut nous faire n'importe quelle vis, n'importe quel profil, n'importe quel filet, n'importe quelle dureté, tout ce que tu veux à des prix, tu tombes par terre. Donc tout ce qui est visserie de culasse, que ce soit ARP ou Berg Performance ou machin à je ne sais quel prix, c'est fini, c'est terminé. Parce que quand je te parle des prix cassé, c'est même plus cassé, c'est prix, t'as jamais vu ça de ta vie, hein. Bien sûr que ça fera sourire les gens qui prennent leur petite commission au passage et qui mettront des commentaires en mode « Ouais, achetez de la merde, allez-y, vous allez foutre en l'air vos blocs. » Ils ont soudainement de la bienveillance pour nous, tu vois. Ils ont surtout de la bienveillance pour la marge qui se prenait au passage. Donc le fait qu'on trouve des solutions alternatives, ça les emmerde profondément. Et quand le vidéogramme sortira, je peux vous certifier que ces gens-là, ils vont claquer des dents comme jamais de leur vie. Alors, dans le bassinier... Attends, c'est quoi ? Et puis, elles sont vachement longues. Elles doivent coûter cher, les garces. Elles doivent coûter cher, les garces. Ouais, tu le sens parce que toute la partie basse du filetage, elle est... Pas les manger, mais ça a travaillé, quoi. Ouais. On les garde quand même pour l'instant. Hein, on va pas faire les... Et ça, semble-t-il qu'il faut pas les intervertir. Dans la procédure, ils utilisent de mettre du blanco. Mais frère, ça, je vais passer ultrason. Le blanco, il va valdinguer. C'est lourd! Putain, c'est lourd! Putain, l'arbre à cam, c'est un monstre! Ah, il est baisé, le bâtard! Ah, pas baisé. Si, il a travaillé, là. Bon, 600 chevaux. 600 chevaux, quoi. Donc, le protocole veut que les chapeaux de palier 5 et 3. Donc, 5, 3, 1. Et ensuite 2 et 4. Ouais, c'est du démontage. T'as fait standard, hein, j'ai envie de dire. Hein. T'as fait standard, j'ai envie de dire. Non. De ton diesel. Coupable en diesel, exactement. Ah, mais c'est les vis de culasse en fait. Donc pour enlever l'arbre à cam, faut dévisser la culasse. Bon, c'est intéressant. Ouais, ça avait chauffé quand même. On sent que, tu vois, celle-là, elle est propre, celle-là, elle a commencé à danser la polka. En tout cas, putain, une vis de diesel, c'est du sérieux. Hein. Putain. Attends, je rêve. Est-ce que tu sais ce que c'est la drogue? Hein? Ou pas? T'as pas dévissé les chapeaux. T'as dévissé la culasse. Yeah! Coupable de tout! Ah bah oui, hein! Ah, coupable, t'es un grand génie! Hein. T'imagines, j'étais chez quelqu'un là? Imagine, je suis mécano et je vais chez quelqu'un en mode intervention. Vous pouvez me changer les pastilles? Oui, bien sûr. T'es là avec le piston en main. Alors! Bon, bah, au moins c'est fait. Oh bah merde alors. Bon. De toute façon, t'allais y venir. Oui, j'allais venir, mais enfin, c'est amusant quoi. C'est amusant de voir que le mec il joue le boss sur YouTube. Hein. J'aimerais de faire un régime, ce gros lard là. Au lieu de faire le malin. Hein? À donner des leçons de morale aux gens. Ouais, c'est bien, j'en ai fait rigoler quelques-uns. C'est vrai. Oui.
Par contre, je réalise que la culasse, du coup, je l'ai pas démontée dans le sens conventionnel. Ouais. Normalement, c'est vraiment un escargot, quoi. C'est pas grave, on va la rectifier, gamin. On est riche. José, c'est bon? C'est bon le client? Ouais, j'arrive Didier, j'arrive. Tu peux me commander un joint de culasse et des vis? Mais t'as la loose. Ça arrive. Ouais. L'erreur est humaine. Pas faux, pas faux. Ok. Ce qui est chiant, c'est que toutes les 2 secondes, tu veux prendre un outil ou quoi, faut que je t'essuie les mains tout de suite. Grave. Sont-ils numérotés, nos amis? Bien évidemment, il y a le joint Spiff. Je vois ce pif. Veux-tu quitter l'endroit? Taras. C'est pas groove. Hein. Est-ce que tu vois un numéro quelque part? Il doit être numéroté. Je pense pas qu'il soit con à ce point-là. Ouais. Juste ici, tu vois, là c'est marqué 4. Là c'est marqué nique ta mère. Ouais. Lui, tu peux pas te tromper, c'est celui qui est là-bas. Lui, tu peux pas te tromper. Lui, tu peux pas te tromper parce qu'il est numéroté. Ah, ils ont des coups. Ciné. Il n'y a pas de numéro. Ah si, 3. Ok, c'est bon. C'est celle-ci les mieux. Oh putain, il est lourd, il est lourd. Dingue. Il y a un poussoir qui est cuit, celui-là, lui il est baisé lui. Je le sens au doigt. Il y a une rétention, lui aussi. Ah, il est marqué. En plus ils sont moelleux. Donc soit ça fait 1000 ans que ça n'a pas démarré, soit les poussoirs, voilà quoi. Ah, ce qui est bien c'est quand on a que 8. Alors c'est un 16 soupapes ou quoi? J'ai pas compris le concept là. Il y a combien de soupapes là-dedans? C'est un 8, hein, je crois. Non, non, c'est un 16. T'as un 16 soupapes? Normalement oui. C'est quand même pas un 8. 8 soupapes, un TDI, c'est 8 soupapes, non? Ah, c'est les 2 litres qui sont en 16 alors. Ouais, C'est les 2 litres. Les 2 litres Les TDI CR, là. Les 140, 170, je crois. Et en démontage. Je suis en train de passer vraiment pour le bleu bit. Mais c'est bien, il faut. Il faut. Il faut le laisser réfléchir. Alors pour enlever les poussoirs, tu es obligé de retirer les coussinets, qui bien évidemment sont appairés et qui sont usés en plus. Oh putain d'huile, oh là là, il a... Eh, attends. Je vais les essuyer. Oh là là, bah ils sont cuits mon pote. Ah ouais? Ah, ils ont travaillé sévère. Camérascopie, gamin. Il y a eu, comme qui dirait, l'œuvre du temps. Putain, mais hé! Pourquoi une culasse d'ASZ a des coussinets à Bracam? De toute façon, il faut les remplacer là. Donc poubelle, hein. Bon les amis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer l'angle de la caméra. Le caméraman, c'est Alexis. Je le tiens pour responsable de toute faute de cadrage, de mise au point, d'éclairage, de scène, d'ISO, de focus, de netteté. Commence à faire beaucoup. Hein. Donc ici, j'ai retiré les 2 vis longs qui maintenaient le priselier, qui ne demande qu'à venir, mais je ne veux pas forcer dessus car il est encore maintenu là-bas. Regarde, ça a traversé le gant. Ça va même traverser la peau, sa grand-mère. T'as vu le trou? Ouais, ah putain. Putain, c'est un truc de fou la culasse, comment elle est pointue là. Tac. Donc là, toutes les prises sont démontées. Ça y est, le sang commence à arriver.
Non, regarde, un de ces trous que je me suis fait, sa grand-mère. Putain, attends, je vais le refermer. C'est bon. Avec un peu d'huile de moteur diesel, ça a cicatrisé en 2 minutes. Donc là, je prends ça ici. Puis j'effectue une reculation, hein. Écoute. Ouais, donc tu avais 2 petits clipsonniers là, ici et là. Voilà. Si tu veux mon avis, il faut clipsifier l'injecteur là exact en dedans. Tu vois? Là comme ça. Il redevient rond. Tu verras rien. Attends, je vais tous les clipser. Oui. À la limite coupe et je reprends après. Donc ici, chaque prise a été reclipsée dans ses ergots là. Et je pense que ça doit venir avec beaucoup plus de fluidité. Ouais. Tac. En fait, c'était ces petits clipsons, on les voit bien? Métalliques. Qui tenaient. On va le garder lui. Oui. Je sais pas si on le passe à l'ultrason, ça va peut-être le... Je sais pas, mais en tout cas, on le conserve de côté. Je reviens pas que c'est un 8 soupape. J'ai toujours pensé que c'était un 16. Incroyable ça. Incroyable que ça sorte autant de patates quoi. Il y a un Seat Ibiza au rouge en Ile-de-France. Ça le fait de balancer les... Ouais, oui. Ça le fait. Oui. Qui fait un peu de run avec. Il y a le nom d'une grande marque d'outillage sur le véhicule. Certainement une fellation spontanée. Et elle marche 18 tonnes. Et c'est un putain de TDI comme ça dedans. C'est un 8 soupapes quoi. Ouais. Et le machin il marche la mort. Bon, pas plus que le VR6 compresseur qui est passé devant, mais... non, mais elle marche grave. Donc, tu vois que ces putains de moteurs-là, ils ont du potentiel de fou furieux. Hein. Bah, les TDistes, ils sont friands de tout ça, de toute façon. Les TDI qui? TDistes. Ah, les TDistes. Ça parle en ASZ ou ARL, généralement. Ouais, tu vois, c'est un coulissoir qui se met sur le côté F. Alors, j'ai pas fait attention, en fait, on n'a pas allumé la caméra pour l'extraction des injecteurs. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. En fait, j'ai appelé mon comparse Anthony de 15 et mes couilles. De 15 et mes couilles. J'aime bien l'emmerder, qu'est-ce qu'il y a? Et en fait, il m'a dit, bah, soit tu as l'outil, soit tu peux faire autrement. En fait, il faut passer un tournevis plat ici, faire un bidule comme ça, 4 ça, 4 ça, 4 ça, 4 ça, 4 ça, tout en effectuant une levée, soit à la main, soit autrement, et en effet, c'est venu. Cependant, ce n'est pas le seul à nous avoir donné ce conseil. Pendant que je contactais Anthony, Alexis a téléphoné à un de ses comparses. Comment il s'appelle? Timothée. Timothée. Merci Timothée. En fait, vous avez été 2 à nous donner le conseil. Je crois même que c'est Timothée qu'on a fait son idée. Et après, j'ai vu que Anthony avait confirmé la méthode. Donc, on vous remercie, Anthony Moté. Voilà. Anthony aime le thé. Allez. Donc ici, la culasse, bah, à part les soupapes, bien évidemment, il m'a pas l'air qu'il reste grand chose. Je vais retirer le petit tigeon ici qui risquerait de nous gêner. Donc écrou contre écrou, voilà. Donc c'est une tige filetée dont il faut prendre bien soin parce que comme tu peux le voir, il y a 2 filetages et ils sont pas du même pas. Donc ça, je range avec précaution. Voilà. Le culassier, puisque les vis de culasse sont déjà retirées. Théoriquement. Cette jauge, elle m'emmerde, hein, véritablement. C'est du gasoil? Ah bah oui, forcément. C'est le gasoil qui vient des injecteurs qui a coulé. C'est un 8 soupape, je suis sous le choc. C'est pas grave, ça arrive, pas de souci. Y a-t-il des fissures in culasse? Bon, après l'ultrason, je pense qu'on aura... Oui, c'est fissuré là. C'est fissuré là. Mais ils ont tous fissuré. Ok, très bien. Donc, alors... On va aller tirer les bougies. Ça, c'est Alexis quand il enlève un faisceau. Désolé, il était déjà cassé. Ça se répare, tu crois? Ça se oui, remplace, ça oui. se réclipse. Alors, est-ce que c'est comme sur les moteurs Peugeot ou je sais pas quoi là? Le crayon qui casse dans la culasse, c'est ça? Ouais, il y a un truc dans le genre. Est-ce qu'on chaufferait pas au décapeur thermique à plein poumon? La zone là, qu'en penses-tu? On peut essayer comme ça à froid déjà. Toi, t'es un partisan du niquage de mer. Ça devrait pas bouger au pire des cas. La culasse elle est déjà déposée.
Bravo. Non, j'ai pas envie de forcer, je le sens pas du tout. Donc ce qu'on va faire, on va chauffer, hein. Non, le fout en l'ultrason directement. Tu penses qu'après l'ultrason, ça pourrait n'avoir que du bien? Ça décale la mine après, non? Ouais, c'est vrai que ça a un petit effet bénéfique. C'est un petit effet bénéfique. Maintenant, faut voir si elle siège pas sur la bougie de préchauffage. Ah, t'as vu, t'avais des petites rondelles là. Pour les vis de culasson. Alors, est-ce qu'elles sont fournies avec les vis de culasse? Je ne sais pas. Bon, bouge pas, je vais chercher l'aimant parce que je sais pas ce qui se passe là. Je pense que tu peux faire un rebuild TDI en 2 jours et c'est réglé, hein, même pas. Hein. Ça m'a l'air assez simple hein, cette histoire quand même. Hein. Ça m'a l'air assez simple cette histoire. Bon, je vous laisse observer un petit peu l'état. C'est pour les personnes qui potentiellement n'auraient pas encore vu ce que c'était qu'un nettoyage ultrason. En tout cas, c'est son action, je veux dire. C'est assez impressionnant quand même. C'est surtout en fait l'alu là-bas. Ça, on se doute bien que c'est trop poli pour que la crasse s'imprègne. Mais ça, c'est très granuleux, tu vois. Donc ça, pour le retirer, même à l'essence, ça part pas. Donc là, on va le passer dans le bain, gamin. Alors, donc c'est intégré dedans. Camarade, appuie sur ce bouton là. Hop. Vas-y. Bon, la culasse est retirée. Donc là, les pistons, ils n'ont pas d'impact, ils n'ont pas de traces particulières. Bon, il y a du gasoil dedans, mais ça, c'est normal, on vient d'en verser forcément. Je vais enlever les petits guidons qui se trouvent juste ici. Hop là. Et maintenant, on va s'intéresser ici à la poulie crantée. Donc, la clé à choc est parvenue à dévisser cette chose. Maintenant, ce qu'il faut, c'est la retirer. Hein. Ça s'écarte, hein? Oui, ça bouge, c'est pas... Sauf que là, je prends appui sur l'aluminium. C'est très très mauvais ce que je suis en train de faire. Voilà. Ça va, c'était pas grippé. Enfin, pas excessivement. Le joint speed, forcément, il est plus là. Hein. Il est mort. Ça se voit que c'est des moteurs robustes parce que tout date de l'usine, tu vois. Chaque vis que je retire, c'est une vis qui a été serrée à l'usine à l'époque. Que les VR6 par exemple, ou les 2 litres TSI ou quoi, c'est des moteurs qui sont assez souvent opérés, pour tout type de raisons, hein, pas forcément pour des rebuilds. Hein. Mais les TDI, ça se voit que c'est des Terminator, tu vois. Le machin est combien? 240 000 km? 240 000. 240 000, t'as vu dans... Il est pas mort, hein, tu vois, il est encore bon. Hein. Tu penses qu'il aura encore tourné une paire de kilomètres avant de montrer des signes de faiblesse? Ouais, bah bien sûr, hein. Mais ces machins-là, c'est pas toi. Tac. Ça, je vous inspire, il est archi mort. Ça va à l'ultrason. Donc là, on peut retourner le bloc. La jauge, il faut prendre une décision. On la casse, on arrive à la retirer. Mais il faut l'enlever, elle va nous gêner là. Là, ça va devenir chiant de l'avoir dans les pattes. Vas-y, la gagne racine. Levier peut-être. Broye-la. Je peux la casser. Mais pète-la, machin. Bon, regardez bien les jeunes. C'est comme ça qu'on fait. Le jaugeoir qui est au milieu, tu le gardes, tu niques que le tubon. Moi j'ai niqué la joujou. Non, tu l'as juste plié un petit peu, on s'en fout, t'inquiète, vas-y.
Voilà, c'est bon là. Ça c'est bon, on s'en fout, le tubon là il va pas nous gêner. C'est vraiment le. Enlève la jauge, garde la jauge. Ouais. Voilà, et le tube poubelle. Et c'est bon. Ok. On va retourner le bloc, on se retrouve tout de suite. Il n'y a pas de limaille, il n'y a pas de merde. Mais de toute façon, lui, faut le mettre dans un endroit où on le jette, quoi, tu vois. Le pare-flamme, la pompe à huile, gamin. Cognef. C'est vraiment de la étude turbo, hein, si on regarde bien. Hein. Il est vrillé le vélo ou quoi là? Tu vois, regarde là, je suis dans une phase de super facilité à tourner et là, d'un seul coup. Ouais. Hey, vas-y, fais-le, tu vas voir. Ah, ici là. T'as capté? Ouais. Vas-y, on va enlever les saloperies de bielle là. On va commencer par les extrémités. Yes! Bingo! Donc les coussinets n'ont absolument rien du tout. En fait, le racleur là, il est bourré de merde. C'est fou, hein? Je vais couper la caméra, on va enchaîner tout le reste. Parce que là, bon, le protocole il reste les mêmes. Hein. Et on filmera les pistons après, on fera un état des lieux. Il fallait les démonter, on a les racleurs qui sont bouchés. On a une espèce de couche de merde là-bas en haut. Par contre, on peut regarder que, enfin, on peut voir que les jupes, elles sont super propres, il n'y a pas d'usure, tu vois. Enfin, pour le kilométrage, en tout cas, c'est parfait. Donc l'ultrason pour les pistons, c'est un truc que je suis très content qu'on fasse. Alors la magie de l'ultrason, comme on peut voir, l'eau elle est noire quoi. On y va en vide. C'est ça? Oh là là. C'est incroyable. On voit bien les imitations. Hein. Approche-toi avec la caméra, tu vois. Non. C'est impressionnant. Hein. À mort. Tu vois, on va la récupérer. Niet. Ça sent très fort. Gasoil, huile. Franchement, le moteur diesel, c'est quelque chose. Hein, Berk. Première culasse diesel de toute la vie de cette cuve à ultrason. Enfin, de toutes les cuves à ultrason que j'ai vues. Impressionnant. Ouais. Et quand je vais voir le rectifier avec une culasse nettoyée ultrason, ah bah il est fin content de l'avoir arrivé, je te le dis. Hein. Que les mécanos, habituellement, enfin ils s'embêtent pas, tu sais, bah, c'est compréhensible, ils ont pas le temps. Hein. Ils démontent la culasse, ils mettent un coup de pinceau avec du white spirit ou de l'essence ou je sais pas quoi, puis ils la rapportent comme ça. Lui quand je les ramène, il me dit putain, code neuf. Il y a quand même une belle couche de merde hein, sur la partie haute des pistons, on le voit sur celui-ci là. Il reste encore un crottier dessus. Il reste pas trop, il y a de la vapeur qui va venir sur l'objectif. Ah, ils étaient quand même pas mal dégueulasses, là ils sont revenus tout neufs les machins. Carrément. Ouais, de la buée, il faut que t'attends un petit peu que ça s'estompe. La couleur que ça a pris. C'était noir sur le dessus. Oui, mais bah, ils sont encore noirs certainement, parce que je doute fort que... Ah, tu vois, puis on voit bien l'éclatement du gasoil. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais dégager toutes les pièces qui sont suffisamment propres pour ne pas nécessiter un nouveau nettoyage. On va laisser que les pistons pour vraiment que ça les meule. Mais diesel, c'est fait pour la perf, c'est pas possible. T'as vu les axes de piston, mon gars? C'est du combien de millimètres? Ça, c'est énorme. Même les R32 turbo machin, c'est même pas des axes comme ça. Puis la calotte du piston, c'est un monstre.
En vrai, ces moteurs-là, ils sont soit faits pour des kilométrages très très élevés, soit pour de la performance de fou. Hein. Tu vois à quel point je suis étranger au diesel? J'ai vu des gros axes de piston, et la calotte du piston, elle est ultra costaud, tu vois. Je me faisais l'idée que c'était pour une certaine performance ou pour une durabilité. En fait, non, c'est juste qu'il y a une compression stratosphérique dans les moteurs diesel, et c'est la seule et unique raison pour laquelle les pistons sont aussi résistants. C'est juste une question de bon fonctionnement, tout simplement. Voilà. Ça éclatera autant que ça devra éclater en cas de problème, en cas de je ne sais quoi, en cas de trop de pression, etc. Ça éclatera, il n'y a pas de souci. C'est pas fait pour la performance. Il faut également améliorer si on veut aller chercher des chevaux et du couple supplémentaire, bien évidemment. Donc ici, on a enlevé tout ce qu'il y avait hors piston et bielle. L'objectif, c'est d'atteindre un niveau de propreté où on voit vraiment que, si j'essuie comme ça, que l'alu comme ça, partout. C'est très artistique ce qui se passe dans un moteur diesel, t'as vu ça? Tu filmes l'intérieur là? T'as vu ce que ça fait? Vraiment vraiment l'injecteur qui fait, tu sais, qui envoie 5G. 5G. Donc, ici on peut constater que le segment tourne très bien, mais si tu regardes dans la gorge, je sais pas si tu vas savoir filmer dedans, c'est encore dégueulasse, tu vois. C'est encore noir à l'intérieur, tu vois. Oui, on le voit, c'est... Voilà. Cependant, eux, ils tournent très très bien. Tu vois le ressort du racleur? Oui. On est censé le voir à travers tous les ajourements, là. Sur certains pistons, c'était pas le cas. Donc, déjà, pour retirer toute la crasse qui se trouve ici, ils ont droit à un nouveau bain. Mais surtout, je crois que c'est celui-ci. Le segment, là, dedans, il est collé. Enfin, il est pas collé, mais il est... Celui-ci, il tourne, le racleur, il tourne, mais celui du milieu, là, tu vois, Il peine. il a du mal. Et pour cause, regarde, il est rempli de merde à l'intérieur. Tu vois? Oui. Donc, pour toutes ces raisons, on va les repasser tout seul. Et on va espérer que ça se débloque la situation. Donc, je suis très content de l'avoir démonté, même si on a reçu le conseil de la part de notre grand spécialiste, qui avait raison, hein, qui avait tout à fait raison, hein, c'est que coussinet, etc., ça serait impeccable. C'était le cas, donc ça, il a été très... Enfin, c'est quelqu'un qui connaît bien ces blocs-là. Mais coupable ne peut pas laisser un segment collé sur le bazar. Donc je suis très content de l'avoir démonté. Au moins, on part sur une base... Code neuf. Donc, eh ben, on va re-remplir le cuvier. Et puis, on va repasser un coup d'ultrasonique. Hein. Ok. Que avec ça. Ça sera beaucoup plus performant. Ça tourne. Alors, le segment qui tournait pas tout à l'heure. Bon, déjà, les pistons, ils sont vraiment très propres maintenant. Hein, ça y est. Je vais les terminer au... Il est encore bloqué, ce bâtard de segment de c'est mort. Putain, fieu, qu'est-ce qu'il a, lui? Désobéissance ou quoi, là? Putain, il fait chier. Non, il répond pas. Tourne. Ah, il est collé par de la merde juste ici, là. Sa race. Tu sais ce qui est très dangereux avec un segment collé? Non. C'est assez scientifique ce que je vais te raconter là. Je vais passer de la cause à la conséquence, tu vas même pas y revenir. Ça peut vriller un vilebrequin. Enfin, le vilebrequin peut avoir de la flèche. Alors, il y a un phénomène que j'ai constaté sur un VR6 24 soupapes un jour, puis sur un deuxième, puis sur un troisième. C'est qu'en fait, lorsqu'il y a une dissymétrie dans les taux de compression sur les cylindres, tu vois, donc quand tu as un cylindre qui te donne 9 bars, l'autre 14 bars, etc., et ben en fait, le vilebrequin ne recevant pas la même force sur son maneton, il va se déformer suffisamment pour être bon pour la casse et générer une usure des coussinets par le fait qu'il tourne en couille, tu vois. C'est la raison pour laquelle dans les revues techniques ou les manuels d'entretien, les manuels de réparation, vous voyez qu'il est précisé en nota, si vous constatez une différence supérieure
à 3 bars entre le cylindre le plus faible et le cylindre le plus fort, il faut procéder à un rebuild. En fait, il faut intervenir. Il faut faire soit la segmentation, l'étanchéité des soupapes, le joint de culasse. En gros, il faut intervenir, il faut faire quelque chose. Et là, typiquement, malheureusement, vous allez le découvrir dans les épisodes suivants parce que je ne peux pas rentrer trop dans les détails. Alors, je vais non seulement décortiquer ce phénomène beaucoup plus sur le 24 soupapes sur lequel c'est arrivé parce que tout a été filmé, les conséquences, les machins, les trucs. Et vous allez également le découvrir dans les prochains épisodes de ce moteur-là, parce qu'en fait, le vélo, vu qu'il y a un segment qui s'est collé, forcément la compression passe à travers, donc il n'y avait pas la même force appliquée partout, et du coup, le vibroquin, il s'est tordu. Donc faire un relevé de compression de temps en temps, ça peut être utile, et dès qu'il y a une différence trop importante entre cylindre faible et cylindre le plus fort, si ça dépasse 3 bars, vraiment, il faut intervenir, quoi. Tu peux prendre le risque de continuer à rouler, hein, mais tu vas flinguer les segments, tu vas flinguer les coussinets et puis le moteur c'est terminé quoi. Et puis le vibroquin de toute façon il sera bon pour la casse. Parce qu'en réalité, c'est bon, il est décollé ce fils de connard. Putain de sa mère. Là la croûte de merde qu'il y a dedans. Tu vois là c'est propre. Oui. Là, là on rentre dans la merde. Donc on va démonter les segments. Je vais passer un coup de à l'intérieur. On va tous les faire comme ça. Ils seront impeccable, c'est bon, j'did, frérot, c'est beau frérot. Là, il se rebloque, il se bloque. Putain. Bon. Là, il faut les badigeonner de lubrifiant WD-40 pour empêcher l'oxydation parce qu'une bielle, ça s'oxyde mais à balle. Les segments c'est pareil, regarde déjà lui. Et ça fait combien de secondes qu'il est sorti de l'eau? On vient juste de vider l'eau. C'est surfacique, hein, regarde, hop, ça disparaît. Mais ça ne demande qu'à s'oxyder, forcément. Là, il n'y a plus de traitement, il n'y a plus rien. Hein. Ils sont full vulnérables. Donc, on range tout ça, on branche tout, on fait tout ce qu'il faut. On les trempe dans le WD-40, on fait tout machin truc. Ensuite, je vais retirer les segments et bazar. C'est parti. Bang. Attends. Ici. Vas-y, filme un coup. Alors, piston 1, enfin, ça n'a aucune importance que ce soit 1 ou 30. Hein. Ici, c'est une gorge propre, là. Et ici, elle est pleine de merde. Donc, le segment, il se prend dans toutes les raclements de chiottes, là. Donc là, l'idée, c'est de décalaminer ça. Alors, maintenant qu'il n'y a plus les segments, je pourrais les nettoyer ultrason. Mais je vais quand même effectuer une action mécanique avec une petite brosse à dents ou un truc comme ça, sans altérer, bien sûr, le bord extérieur du piston. Donc je reviens vraiment sur le double passage ultrason. Je ne pouvais pas retirer les segments dès l'extraction des pistons. Ils étaient tellement pleins de calamine que la pince aurait forcé sur le segment, ce qui l'aurait soit griffé, soit cassé. Et en fait, j'étais obligé de faire ces premières passes ultrasons pour retirer la merde extérieure, pouvoir libérer légèrement les segments, les libérer et ensuite reprocéder à un nettoyage des pistons pour vraiment avoir le fond des gorges bien propre. On a beaucoup discuté dans ce vidéogramme, ça commence à faire long, donc on va se quitter ici. Donc pour voir la suite des aventures, bien évidemment, il faut s'abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Si tu es abonné, eh ben c'est super, tu cliqueras la prochaine fois et tu verras comment est-ce qu'on dégrippe une bougie de préchauffage coller sa grand-mère dans la culasse. Donc il y a tout un protocole, hein, etc. Donc on va aborder ça. Parce qu'en fait je suis étranger au diesel, mais comme j'ai un cerveau qui fonctionne à peu près bien, raison pour laquelle vous êtes là et merci beaucoup pour votre grand nombre, forcément quand je découvre des problématiques, eh ben, je les solutionne par des petites astuces, des petites tu vois, et parfois des menaces aussi. Parce que les moteurs, quand ils veulent faire les malins, je leur explique que j'ai une masse, une meuleuse, un chalumeau, et surtout que la déchetterie ça me fait pas peur, tu vois. Moi je te prends, je t'encule, tu vois. Voilà. Donc généralement ça, il y a une coopération. Le filetage il se dit ouais c'est bon, ok je me rends. Prenez les sacs, c'est à vous. Voilà camarades, si jamais tu veux me soutenir, on ne sait jamais, dans mes petites démarches, dans mes petites aventures, pas pour payer des pièces ou quoi que ce soit, mais pour me permettre de faire ces vidéos, tu trouveras en commentaire épinglé un lien qui te ramènera sur Tipeee. Tu as la possibilité de me faire une petite donation fort sympathique qui me soulage l'esprit, qui me permet de produire ces contenus assez régulièrement pour te maintenir en vie. Puisque un jour ou l'autre, tu feras toi aussi un projet de ce genre et tu auras besoin de toutes ces bonnes informations qui sont bien évidemment parfaitement fluides et limpides et pleinement disponibles, gamin. Ok ? Je te laisse, à la prochaine. Ciao.